L'IA qui écrit du code, c'est une révolution, on est d'accord, ça va à une vitesse folle. Mais il y a un hic, un vrai gros problème qui se cache derrière tout ça. Si chaque IA se met à parler sa propre langue, comment est-ce que nos systèmes vont bien pouvoir continuer à se comprendre? C'est exactement ça qu'on va décortiquer. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va s'intéresser à cette promesse un peu folle du vibe coding. Ensuite, on va voir comment les choses se compliquent quand on confronte ça à la réalité. Après, pas de panique, on va construire la solution pièce par pièce avec ce qu'on appelle le contrat d'abord. Et pour finir, on posera une question qui change tout. Qu'est-ce qui compte vraiment, au final, si le code lui-même devient jetable? Allez, on attaque. Première partie, la promesse du vibe coding. L'idée, c'est un nouveau paradigme où la pensée, se transforme directement en fonctionnalité. C'est assez fascinant. Et ce terme vibe coding, il nous vient d'André Carpati. L'idée est simple, mais hyper puissante. En gros, on ne dicte plus chaque ligne de code. Non, on donne une intention, une vibe à l'IA. C'est un changement total de perspective. On ne programme plus, on dialogue avec la machine. Et attention, c'est pas de la science-fiction, on parle d'outils qui existent déjà, Cursor, Copilot, des outils qui permettent avec une simple conversation de sortir un prototype fonctionnel. Imaginez l'impact pour une start-up. Tester une idée en un après-midi, alors qu'avant ça prenait des semaines. La friction a quasi disparu, le clavier n'est plus un frein à la pensée. Bon, c'est génial tout ça. Mais que se passe-t-il quand cette création super rapide, presque magique, vient se frotter au monde réel, au système qui existe déjà? Eh bien, c'est là que la belle histoire, elle s'arrête net. Et que les vrais problèmes commencent. Parce que voilà le fond du problème. Les données, elles n'ont pas de vibe. C'est le choc des mondes. D'un côté, on a cette fluidité, cette créativité, et de l'autre, la logique froide, hyper rigide des données. Les données, elles s'en fichent complètement de l'intention, elles exigent de la précision, point. C'est la confrontation brutale. Regardons un exemple tout bête, mais qui illustre bien le propos. L'IA génère un service qui envoie un total, disons 500, comme un nombre entier. Sauf que l'API de paiement, elle attend un nombre à virgule, 500.00. Ou un autre grand classique, le format de la date. L'IA envoie un timestamp Unix, mais la base de données attend une chaîne de caractères au format ISO 8601. Ça l'air de rien comme ça, mais ces petites incompréhensions, en production, ce sont de véritables bombes à retardement. Et voilà où ça nous mène. Sans une source de vérité commune, sans des règles du jeu claires et partagées, chaque service généré par l'IA va parler son propre dialecte. Le résultat, on se retrouve avec une collection de services qui sont incapables de communiquer de façon fiable. C'est une tour de Babel, mais construite à la vitesse de la lumière. Ok, le constat est un peu sombre. Alors, comment fait-on pour éviter de construire cette tour de Babel? La solution, c'est de changer complètement notre façon de penser. Au lieu de foncer tête baissée dans le code, il faut d'abord et avant tout se mettre d'accord sur les règles du jeu. C'est ça, le principe du contrat d'abord. Et ça nous oblige à voir un schéma de données pour ce qu'il est vraiment. Ce n'est pas juste de la doc qu'on oublie de mettre à jour. Non, c'est un véritable contrat légal, un accord contraignant entre deux systèmes. C'est la constitution de notre application. Dire qu'un prix doit être un nombre positif, ce n'est pas un détail technique, c'est une décision d'architecture cruciale. Donc le principe du contrat d'abord, c'est très simple en théorie. On définit le schéma de données avant même de penser à demander à l'IA de générer le code. Le schéma devient le brief, le cahier des charges. Du coup, l'IA n'invente rien, elle implémente un contrat qui a été défini par un humain. Et comme ça, chaque service généré, peu importe l'outil, suivra les mêmes règles. La cohérence n'est plus un coup de chance, elle est garantie dès le départ. Alors, en pratique, comment ça se passe? C'est un processus en 3 temps. D'abord, l'humain fait le travail intelligent, le travail de fond, définir les entités métiers, les contraintes. Ensuite, on passe ce plan détaillé à l'IA et on lui confie tout le travail répétitif et fastidieux, générer les validateurs, les types, les tests. Et enfin, troisième étape cruciale, on traite ce schéma comme du code. On le versionne dans un registre, on le protège, il devient un actif stratégique. Voilà pour la philosophie. Le contrat d'abord, c'est le principe directeur. Maintenant, passons aux choses concrètes, aux outils. On va voir les 4 briques essentielles qui permettent de construire ce qu'on peut appeler une architecture de la confiance et de la faire fonctionner à grande échelle. Il faut voir ça comme 4 briques qui s'empilent les unes sur les autres. On commence tout en bas avec le plus petit élément, JSON Schema. Ensuite, on passe à un niveau supérieur avec OpenAPI pour gérer les interactions. Puis, on centralise tout ça avec un schéma registry. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on a les data contracts pour formaliser tout ça au niveau de l'organisation. Chaque brique s'appuie sur la précédente. Alors, les 2 premières briques, ce sont vraiment les fondations techniques. D'un côté, JSON Schema, ça permet de définir et de contraindre un objet de données.
c'est un peu comme définir les caractéristiques d'une seule brique de Lego. Et ensuite, il y a OpenAPI, qui utilise ces schémas pour contractualiser toute une interaction d'API, les endpoints, les méthodes, les données qu'on envoie. Si JSON Schema, c'est la brique, OpenAPI, c'est le plan de montage. Les 2 briques suivantes, là, on monte d'un cran. On passe à la gouvernance. D'abord, le schéma registré. C'est tout simplement la source de vérité centrale, la bibliothèque où tous nos schémas sont rangés, versionnés. C'est ce qui garantit la compatibilité dans le temps. Et enfin, au sommet, les data contracts. Là, on sort de la pure technique. On formalise la responsabilité au niveau de l'organisation. Qui est propriétaire de ce schéma? Quels sont les engagements de service? Quelles sont les règles de qualité? On passe vraiment de l'implémentation à la responsabilité. Maintenant qu'on a posé toutes ces briques, on peut prendre un peu de recul et regarder le tableau complet. Et ce qu'on voit, c'est un changement radical, une redéfinition totale de ce qui a de la valeur dans le développement logiciel aujourd'hui. En fait, il faut se dire que le V-by coding n'est pas l'ennemi. Au contraire, c'est un formidable révélateur. C'est un peu comme un test de stress hyper puissant pour nos architectures. Il ne crée pas les problèmes, il met en lumière de manière brutale les faiblesses qui étaient déjà là, cachées. Et cette faiblesse principale, c'était précisément le manque de contrat clair entre nos systèmes. Et ça nous amène à la conclusion la plus importante, vraiment le point à retenir. À l'ère de l'IA, le code en lui-même devient jetable. C'est une commodité. On peut le générer, le jeter, le régénérer. Ce qui n'est pas jetable, ce qui devient la mémoire durable de l'organisation, ce sont les schémas. Ce sont les contrats, les règles du jeu. C'est ça le véritable actif stratégique. Et donc pour finir, une question qui, je pense, résume tout. Si le code qu'on produit devient éphémère, qu'est-ce qu'on construit pour que ça dure? La question nous force à réfléchir. Peut-être que l'effort humain le plus précieux aujourd'hui, ce n'est plus de taper du code, mais de concevoir avec rigueur les contrats de données qui, eux, resteront.